voilà, je vous laisse longtemps devant cette citation qui m'a beaucoup marqué, qui nous a... En fait, bon, c'est un topo que, à la fois, bon, qui va un peu répéter l'article qui a été publié il y a quelques jours, mais qui fait pas moins de 100 000 signes. C'est-à-dire que normalement, si vous êtes des gens normaux, vous n'avez pas voulu le lire, ce qui est normal, et enfin, je vous en félicite. Mais ce faisant, évidemment, on va être obligé de reprendre dedans des choses qui sont dites dessus. C'est pas si simple d'en faire une forme topo, parce que c'est vrai qu'on a, bon, il y a plein de choses dedans qui mériteraient d'être discutées, qu'on n'aura pas forcément les moyens de discuter. Cela dit, on va essayer de laisser un temps de discussion quand même à la fin pour pouvoir aborder, y compris ce qui n'aura pas été abordé dans le topo. Alors, simplement, c'est vrai qu'on était sur le centenaire de fête de la mort du grand Lénine. Et c'est vrai qu'il y a des aspects du combat politique qu'il a mené qui, d'un certain point de vue, sont moins abordés que d'autres. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. La période de 1914 à 1916, c'est une période que tout le monde a relevée comme étant une période un peu particulière aussi, parce que, évidemment, le premier conflit mondial, la Première Guerre mondiale vient d'éclater, et que toutes les organisations social-démocrates russes, allemandes, françaises et de tout l'univers de l'international socialiste se sont divisés et sont, pour la majorité, se sont rangés aux côtés de leur impérialisme pour faire accepter une guerre fratricide entre les travailleurs par les organisations qui les dirigent. Alors, d'un certain point de vue, il y a quelque chose d'un peu étonnant pour nous, mais même pour moi, qui suis pourtant passionné de philosophie hegelienne, mais c'est vrai qu'en pleine guerre mondiale, alors que toutes les organisations socialistes du monde sont en train d'être dissoutes par et dans l'impérialisme, c'est vrai que le premier truc que j'aurais fait perso, c'est pas d'aller me mettre en Suisse pour aller lire La science de la logique de Hegel, qui, rappelons-le, est un des ouvrages les plus difficiles de toute l'histoire de la philo. Il y aurait quelque chose que, Stathis Kouvelakis trouverait un peu pervers si Lénine n'y voyait pas un intérêt particulier à ce moment précis d'aller se faire de la philosophie en Suisse en mangeant du fromage. Alors le fond de l'affaire, c'est qu'évidemment, il y a quand même quelque chose qui, de ce point de vue-là, va avoir un rôle quand même au moins idéologique. Alors attention, on va être obligé de nuancer un certain nombre de choses. Ce n'est pas vrai que Lénine va adopter sa politique exclusivement par la lecture de la science de la logique, et encore moins par la lecture des philosophes de l'époque, qui a marqué... Mais il va en tout cas en tirer énormément de raisonnements qu'on va essayer d'exposer quand même un petit peu, parce que ça compte. Alors là, comme dans l'article, je m'excuse du caractère un petit peu franco-français, je dis ça pour les camarades étrangers qui ont, eux, peut-être abordé ce sujet de la rupture de Lénine à partir de 1914-1915, avec une politique précédente, mais qui l'ont abordé par tout un tas d'autres débats, qu'on n'a pas les moyens, mais aussi parce que j'ai pas les compétences pour les restituer, aussi parce que je parle très mal les langues. Voilà. Mais en tout état de cause, donc, cette période de 1914 à 1916, c'est celle d'une bagarre politique terrible, parce que le 3 août 1914, donc, j'espère que vous avez tous bien lu la citation quand même, voilà, vous avez eu le temps là, mais... Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est une catégorie logique, par exemple. Oui. Thomas, tu ne veux pas retourner là-bas plutôt? Non, cette citation, elle est importante parce que c'est un peu ce que j'essaierai de vous faire comprendre dans ce topo, c'est que le problème, évidemment, des idées n'est pas seulement le problème de comment on se représente les choses telles qu'elles se passent. C'est qu'à un moment déterminé, c'est vrai que ceux qui vitupèrent contre la philosophie, ceux qui disent que ça sert à rien, et puis que la dialectique, d'ailleurs, on n'y comprend rien, et c'est pas avec la dialectique qu'on construit des avions, sont eux-mêmes tributaires d'une autre philosophie, qui est celle, probablement, qu'on va aborder un petit peu, on va pas revenir sur matérialisme et empiriocriticisme, mais qui sont eux-mêmes tributaires d'une philosophie qui est celle, probablement depuis le XVIIIe siècle, de la philosophie des sciences, qui elle-même est adoptée par la bourgeoisie, qui elle-même est capable de nommer à la tête des universités des gens capables de la proférer. Mais ce que nous fait remarquer Engels dans cette citation, c'est qu'à un moment déterminé, si on veut transformer la réalité, le premier moment d'ailleurs qu'on a tous quand on se met à agir, c'est qu'on se représente tous ce qu'on va faire. Partez en voyage n'importe où, le simple fait que vous commenciez à faire un plan de ce voyage, qui est totalement intellectuel, excusez-moi, vous n'avez toujours pas pris l'avion, vous n'avez toujours pas mis de l'essence dans la voiture, vous n'avez toujours pas appelé vos potes, mais le plan que vous allez faire, qui est une manière de vous représenter votre voyage avant qu'il ait lieu, va déterminer énormément de la manière, chez l'être humain, qu'il va avoir d'agir.
Là, ce que nous dit Hegel, c'est qu'on ne peut pas ignorer les soubassements théoriques, les soubassements philosophiques du marxisme, sous peine évidemment de se retrouver tributaire et en fait soumis à un certain nombre d'autres idées qui vont nous amener à considérer les choses très différemment de si on avait lu par exemple La science de la logique. C'est en grande partie peut-être ce que Lénine lui-même en tout cas entrevoit, puisque donc ce 3 août 1914, donc la Russie, l'Allemagne et la France, l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre sont en guerre. Le 4 août, le groupe parlementaire social-démocrate d'Allemagne vote les crédits de guerre de manière unanime, car même Karl Liebknecht, qui le dénoncera plus tard, les a votés par solidarité, malgré donc certaines oppositions qui vont avoir toutes leurs importances. Et en tout internationalisme, c'est-à-dire une juxtaposition de nationalisme, le Parti socialiste français va faire joyeusement de même et va voter les crédits de guerre pour se ranger aux côtés de son impérialisme et ainsi jeter les plus grands prolétariats, les plus organisés de l'époque, dans une guerre fratricide qui fera bien plus de 10 millions de morts. Alors évidemment, a posteriori, ça nous paraît... parce qu'on est tous un peu férus de littérature marxiste, on a tous lu quand même quelque chose, soit Réforme sociale ou Révolution de Rosa Luxembourg, on ne l'a pas tous lu, c'est pas grave si vous ne l'avez pas lu, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on a lu quand même des auteurs qui ont critiqué évidemment le réformisme, mais aujourd'hui c'est vrai que ça nous paraît évident que la social-démocratie allemande, qui est le plus grand parti socialiste de l'époque, qui organise la classe ouvrière du berceau jusqu'au cercueil dans tous les aspects de la vie ouvrière, depuis les organisations politiques jusqu'aux syndicats, en passant par les groupes de tabagistes actifs jusqu'aux groupes de gymnastes et aux associations sportives. Il faut se représenter un parti social-démocrate allemand qui est le fer de lance d'une internationale socialiste qui d'ailleurs, pour beaucoup de partis, l'ont imité et qui organise une classe ouvrière à raison de d'une centaine de milliers de travailleurs dans le parti et de plusieurs millions dans les syndicats. C'est-à-dire que l'influence de ce parti social-démocrate est énorme et c'est la raison pour laquelle, quand il vote les crédits de guerre, évidemment, Lénine pense que ce n'est pas possible, même s'il a lui-même combattu les positions dites révisionnistes qu'on va voir après, mais il en est tellement étonné, disent les commentateurs, qu'il jette évidemment le Vorwärts, le journal qu'il reçoit et qui annonce le vote des crédits de guerre par les députés socialistes allemands, il le jette à la corbeille en prétendant que c'est un faux, ce qui est évidemment, ce qui nous donne quand même une petite impression, pourtant Lénine sait très bien où en est la social-démocratie allemande, mais qu'elle ait voté les crédits de guerre reste pour lui une parfaite énigme. Mais alors, ça, par exemple, si je peux me permettre, c'est oui. l'illustration de ce qu'il appelle une catégorie logique. C'est qu'on a le renversement en son contraire d'une même organisation, la social-démocratie allemande, la plus progressiste, du coup, devient un instrument éminemment réactionnaire, puisqu'elle est mise au service des États pour embrigader la classe ouvrière dans la guerre. On a quelque chose qui est étonnant, renversement en son contraire d'une même organisation, ce qui pousse Lénine à étudier comment ça se fait que le réel fonctionne de cette manière, pas de manière continuiste, mais avec des transformations, des renversements, des bouleversements. C'est ça qu'on appelle une catégorie logique. C'est une cause, une transformation, une substance. Et la philosophie cherche à fonder ces catégories par lesquelles on pense. Et c'est ça notamment le rôle de la science de la logique de Hegel, c'est fonder, de par la logique pure, ce type de catégorie. Thomas, tiens, tu pourras parler plus fort la prochaine fois. Je dois me taire pour le coup. Bon, cela dit, c'est vrai que ces idées-là, en tout cas, qui sont en vogue dans la social-démocratie allemande, les confusions ont toujours existé, notamment dans la social-démocratie allemande. Pour le dire autrement, il ne faut pas s'oublier que la social-démocratie allemande est le résultat d'une fusion entre deux organisations socialistes, celle dite derrière Ferdinand Lassalle des Lassaliens, qui sont totalement majoritaires en Allemagne en 1875. C'est eux qui sont implantés dans différentes régions. Ceux qui sont sous obédience marxiste, derrière Wilhelm Liebknecht ou August Bebel, et qui sont eux-mêmes des gens qui ont été gagnés et formés par Marx et Engels, ne sont présents que dans une ou deux régions allemandes, c'est-à-dire notamment la Saxe. C'est pourquoi, quand arrivent les lois antisocialistes de Bismarck, qui après la Commune de Paris vise à interdire toute organisation socialiste qui prône le renversement du capitalisme, la fusion va être accélérée très vite, mais on y trouve donc bel et bien deux courants dans cette social-démocratie, un courant qui est réformiste derrière Lassalle, on ne va pas s'étendre là-dessus, et un courant qui lui est authentiquement révolutionnaire derrière Marx et Engels. Mais
c'est vrai qu'il va falloir 10 ans de loi antisocialiste pour que les marxistes y gagnent une certaine hégémonie. On ne dira pas une majorité parce que c'est très difficile à mesurer en fait. Ce que les marxistes ont réussi à... Enfin, le nombre de militants réellement gagnés au marxisme après, vers 1890, en fait c'est très difficile à mesurer, mais il faut croire que les théoriciens, les chefs politiques de la social-démocratie sont eux authentiquement des marxistes et évidemment ont été formés personnellement par Engels, notamment, parce que Marx meurt en 1883 et Engels, lui, ne mourra qu'en 1896, tout en ayant légué à la direction de la social-démocratie énormément de ses idées, et pas les moindres, puisqu'on a affaire quand même à être formé par Friedrich Engels. Beaucoup d'entre nous l'auraient rêvé, quoi. Voilà, c'est un... Eh bien, Edouard Bernstein, que voici, est donc un de ceux-là, qui n'est autre quand même que le testamentaire, le légataire testamentaire de Engels lui-même. Il faut quand même un certain degré de confiance. Alors, Trotsky, évidemment, n'aura de cesse que de publier les textes de Engels et de Marx qui critiquent Bernstein en disant qu'il est nul, que de toute façon, il reste dans son bureau, que la révolution, c'est pas son truc, à la dernière grève, il s'est mis à écrire, bref. Mais c'est des trucs assez marrants, mais je veux dire, d'un certain point de vue, il faut quand même pas se gourer. Ce sont des gens qui restent très proches d'Engels, quoi. Hein. Je veux dire, moi, si je choisissais un légataire testamentaire, j'essaierais que ce soit pas n'importe qui. Bon, Bernstein, comme Kautsky, donc, font partie de ces testamentaires théoriques, politiques du marxisme. Et c'est vrai qu'il va pas falloir longtemps pour que après la mort d'Engels, c'est-à-dire, bon, je sais pas, c'est pas quelques mois après, mais le fils héritier, le loyal, trahisse la totalité de la doctrine de son parrain politique. Alors, il y avait eu, en quelque sorte, quand même, des préalables. Hein, voilà. Edouard Bernstein, c'est quelqu'un qui, bien avant 1914, en 1898, publie dans le journal, un des plus lus, dans le Vorwärts, si je ne me trompe pas, une série d'articles qui visent à déconstruire, en quelque sorte, la pensée marxiste. Alors, la traduction de déconstruire, vous l'entendez beaucoup ces derniers temps, mais déconstruire, en allemand, ça se dit destruction. Voilà, Destruction, auf Deutsch. Et c'est vrai qu'il s'agit bel et bien de décomposer, de liquider une bonne partie de la doctrine marxiste. Alors, à la grande surprise, quand même, c'est vrai que Bernstein s'attaque aux fondamentaux. D'une part, il remet en question le matérialisme historique auquel, il pense qu'il y a quand même en histoire, non pas seulement le matérialisme historique, mais une multiplicité de facteurs dont juxtaposés les uns aux autres. C'est-à-dire que par exemple, pour expliquer, je sais pas moi, la Révolution française, vous avez certes le régime féodal et le fait qu'une bourgeoisie devienne économiquement dominante, mais il y a aussi les idées des Lumières. C'est un autre facteur. Vous voyez, vous avez la montée de la bourgeoisie, mais aussi les idées des philosophes. Et bien, ces deux facteurs mis côte à côte, qui pourtant, vous en conviendrez, n'ont strictement rien à voir, puisque l'un probablement procède de l'autre, c'est-à-dire que si la bourgeoisie a gagné un poids économique énorme, on peut imaginer que ces idées se sont frayées un chemin par un certain nombre de philosophes, notamment notre national et cher Jean-Jacques Rousseau, mais vous voyez que la multiplicité des facteurs, d'un certain point de vue, vise pour Bernstein à dire oui, bien sûr, il y a les facteurs, il y a les classes sociales, mais il y a aussi les facteurs moraux, par exemple, voilà. Bon. Et c'est vrai que cette multiplicité des facteurs qu'on retrouve en méthodologie historique aujourd'hui pour ceux qui sont étudiants en histoire, évidemment, est une manière de dire le matérialisme historique ou la hiérarchisation de plus universel au particulier qui constitue le matérialisme. En fait, on peut aussi s'en passer. Vous allez voir, voilà, surtout si vous voulez un poste à l'université. Voilà, bon. Mais c'est vrai que pour les mêmes raisons, donc, deuxièmement, Bernstein dénonce en fait aussi bien la dialectique hegelienne comme responsable de toutes les erreurs du marxisme. Alors ça, c'est le fameux chapitre 2 sur lequel on va s'attarder un peu, et on y reviendra, si ça ne vous dérange pas. Je laisse juste la citation, c'est celle-là sur laquelle on va passer un petit moment. Bon, évidemment, la dialectique, pour lui, c'est très simple, on va le voir. Les marxistes, Marx et Engels, en fait, écrivent le manifeste communiste en 1847, parce qu'ils sont omnubilés, nous dit Bernstein, par un truc qui s'appelle la révolution permanente, qu'il théorise dans l'adresse au comité central de la Ligue des communistes. Et tout ça, nous dit Bernstein, c'est évidemment de la furie révolutionnaire, du terrorisme révolutionnaire, qui est intégralement tributaire de la dialectique hegelienne, dont, nous dit Bernstein, Marx et Engels n'ont jamais réussi à se déprendre.
C'est la plus grosse attaque, à mon avis, c'est celle qu'on va commenter. C'est pas la plus grosse du tout, hein. C'est celle qui m'intéresse le plus, mais c'est pas du tout la plus grosse attaque. D'ailleurs, elle est passée totalement inaperçue. C'est-à-dire que personne n'a jamais commenté ce chapitre. Vous allez donc être les premiers à être au courant de ce qui s'est réellement dit là-dedans. Bon, pareil, sur le terrain économique, parce que la dialectique c'est bien sympa, mais sur le terrain, c'est la théorie de la valeur travail qui, comme vous le savez, ou comme vous l'apprendrez peut-être assez vite, constitue le fondement, hein, de notre théorie économique marxiste. C'est-à-dire le fait que, évidemment, les marchandises s'échangent à leur valeur, qui consiste dans le temps de travail socialement nécessaire à leur production, et qui fait évidemment des rapports d'équivalence, qui fait que n'importe quelle valeur d'usage particulière peut être échangée contre une autre valeur d'usage, et qui fait que vous pouvez échanger cette cigarette électronique contre cette casquette qui n'a pourtant pas la même usage, et qui n'est pas... mais c'est vrai que c'est précisément ça qu'il trouve que... ça veut dire qu'il y a donc une abstraction, hein, on fait abstraction des qualités particulières des marchandises et on obtient la valeur travail qui consiste, je le répète, dans le temps de travail socialement nécessaire à leur production. Bernstein trouve ça trop abstrait. Vous voyez, il trouve que c'est une manière de faire abstraction des marchandises et il trouve que la valeur travail est un peu trop abstrait, en bon sceptique, comme dit Kautsky. Il voudrait compléter la valeur travail par une théorie déjà en vogue pour ceux qui ont fait des SES de l'utilité marginale. Voilà, c'est-à-dire que il veut confondre volontiers la valeur avec le prix. Bah oui, la valeur c'est un peu le prix auquel elle se vend. Vous voyez le problème. Enfin, si vous ne voyez pas, on en discutera, mais il voudrait qu'on compte dans la valeur travail non pas seulement le temps de travail, mais aussi les coûts de production. C'est-à-dire que le capitaliste, lui, il a des dépenses. Vous voyez, c'est aussi ça la valeur de la marchandise. Attaquant donc du coup toute la théorie de la plus-value, de l'expropriation du producteur immédiat, de l'impérialisme, de la fonction de la classe ouvrière dans le reversement du capitalisme. En bref, c'est une attaque ouverte contre tout le capital de Karl Marx. Il en vient donc ensuite à la théorie des classes sociales, évidemment, fort du constat que le développement, que déjà il n'y a pas eu beaucoup de crises, contrairement à ce que prétendait Marx en 1890. En 1890, c'est vrai qu'avec avec le pillage des ressources naturelles et humaines à l'extérieur des territoires et l'avènement d'un impérialisme allemand, cet impérialisme a pu rémunérer et générer presque ce qu'on appellerait aujourd'hui une classe moyenne, composée aussi bien d'une véritable petite bourgeoisie d'un côté que d'aristocrates ouvriers de l'autre, hein, nos ancêtres cheminots, imprimeurs, conducteurs, bref, voilà, tous ces aristocrates ouvriers qui vont avoir de plus en plus d'ailleurs de poids dans le Parti social-démocrate. Non, aujourd'hui, ce serait plutôt l'équivalent des conducteurs d'avion, vous voyez, mais c'est vrai que... bon, mais en tout cas, le constat est évident. Marx prévoyait une aggravation des conflits de classe, Hegel aussi, d'ailleurs, c'est vrai, c'est presque lui qui l'avait théorisé en premier. Or, on voit au contraire une espèce de lissage, l'apparition d'une classe moyenne, une augmentation numérique d'une petite bourgeoisie de possédants. Il y a plein de petits patrons. Alors l'argument est intéressant parce qu'il dit regardez, il y a une multiplication des petites entreprises, argument que vous connaissez bien, puisqu'évidemment personne ne se demande parmi, vous voyez, oui, la PME, premier employeur de France, voilà, oui, mais sauf qu'ils disent pas ce qu'ils disent pas, le chiffre d'après, c'est 90% de ces PME sont sous-traitants d'un grand groupe. Et c'est vrai que du coup, Bernstein dit oui, mais il y a quand même une participation au capital, c'est un progrès, voilà, bon. Voilà. Alors donc c'est un peu là-dessus, évidemment. Alors, la fin, quand même, c'est qu'il va donc renier cette dictature du prolétariat, renvoyer à une époque terroriste de la Révolution française, encore, arguant des succès électoraux des socialistes qui ont des députés au Parlement, et au succès des socialistes dans les syndicats qui dirigent parfois, comme Leyen, des syndicats entiers. On voit bien que la démocratie, nous dit Bernstein, permet quand même d'accéder, pour la classe ouvrière, d'accéder à une forme de pouvoir politique dans les strictes limites des institutions et qu'il faut arrêter avec la révolution violente. Vous voyez bien que la classe ouvrière, au Reichstag, eh ben, elle est bien accueillie, elle est écoutée, eh bien c'est pas la peine de renverser le capitalisme si vous voulez quand même essayer de gagner quelque chose là-dessus. Il théorise donc des progrès de réformes institutionnelles graduelles et surtout des victoires électorales, de façon à ce que le socialisme s'impose dans les strictes limites des institutions pourtant déterminées à le détruire. Mais c'est évidemment là que le débat commence. Alors, c'est vrai que dans cette frénésie de critique, alors on reviendra un peu sur les critiques après, il y en a une qui va nous intéresser un tout petit peu, c'est celle du chapitre 2 dont tout le monde se fout. Enfin, c'est pas vrai, tout le monde s'en fout pas en plus, puisque Kautsky lui-même le commente, il s'y perd un peu d'ailleurs, Plekhanov, lui aussi, il le commente, mais Rosa Luxembourg, par exemple, n'y accorde pas d'intérêt particulier, par exemple, dans Réforme sociale ou Révolution. Bon. Aussi parce qu'elle préfère, et ça je le pense, s'attaquer aux conséquences que Bernstein en tire, mais ce chapitre 2 a quelque chose d'un peu particulier, puisque Bernstein lance un véritable défi
au marxisme. Ce défi, vous le voyez résumé dans cette citation. Alors, il en pleut des dizaines, hein, mais enfin, il en fait des dizaines. Et franchement, je vous le dis très clairement, il m'a gagné à ses idées là-dessus, Bernstein. C'est que je suis totalement d'accord avec la citation telle qu'elle vous est proposée. Le manifeste communiste, donc de Marx et Engels, proclame en 1847 que la révolution bourgeoise, à la veille de laquelle se trouve l'Allemagne, étant donné le développement du prolétariat et l'état avancé de la civilisation européenne, ne pourra être que le prologue immédiat, c'est-à-dire sans médiation, hein, d'une révolution prolétarienne. Ça, c'est en 1850. Cette autosuggestion historique digne du premier illuminé devenu, vous savez comment il parle de Marx et Engels? Ah, le chacal. Ah oui, mais regardez quand même, ça c'est moi, je l'aurais pas dit à son. Enfin, vous voyez, l'autre il est mort il y a 6 mois, hein, quand même. Hein. Non, il est mort il y a 2 ans. Digne du premier illuminé venu serait incompréhensible chez un Marx qui, à cette époque, avait déjà sérieusement étudié l'économie, parce que l'économie ne dit pas ça. Vous voyez, si vous faites un peu d'économie, vous dites pas que c'est la révolution prolétarienne après la révolution bourgeoise. Vous dites, voilà. Si on analyse comme le reste de la dialectique antitectique hegelienne, dont Marx, pas plus qu'Engels d'ailleurs, n'a jamais réussi à se défaire. Alors, je vous le dis, Bernstein a tout compris à plein de choses. C'est ce que je vais vous expliquer, donc je vais faire donc à partir de maintenant une défense inconditionnelle de Bernstein, qui, bah oui, mais c'est pas pour... Alors, en gros, ce qu'il explique. Donc, en fait, ça, on aimerait bien quand même que, si j'arrivais à vous donner envie de le lire, je serais vachement content. C'est-à-dire que, effectivement, 1847, vous avez quand même, bon, j'espère tous un peu lu le manifeste communiste. On y reviendra quand même à la fin, un petit peu, pour expliquer quand même le lien entre cette dialectique hegelienne et cette révolution permanente. Mais évidemment, en 1850, c'est-à-dire après la révolution de 1848-49, qui va se solder en France par l'écrasement d'un prolétariat qui, pour la première fois dans son histoire, a eu une indépendance politique, ces géants de 1848, comme les communards l'appelleront, hein, ça, je vous demande, enfin, n'hésitez pas à lire, même du Tourguenieff qui raconte quand même cette manière absolument époustouflante que cette classe ouvrière de 48 a eu de s'organiser sans que, bon, Marx en fait l'État, mais pour la première fois dans son histoire, la classe ouvrière française a eu une politique, pas encore un parti indépendant, mais presque, une politique indépendante et surtout des moyens d'intervenir politiquement de manière indépendante d'une bourgeoisie à laquelle, pour la première fois dans l'histoire, elle conteste le pouvoir politique. Ça, c'est précisément ce que Marx et Engels vont appeler 3 ans plus tard, après l'écrasement de la révolution en Allemagne et en Hongrie, qui va générer des émigrés par centaines, par milliers même, qui vont tous émigrer aux États-Unis. Mais à partir de ce moment-là, évidemment, la Ligue des communistes, parti auquel Marx et Engels appartiennent, bon, c'est quasiment dissous dans la Révolution, hein, quand même, un peu comme à chaque fois qu'il y a une grosse grève. Hein, je ne sais pas si vous avez participé à une mobilisation un peu intense, soit sur les retraites et ça, mais c'est très difficile de garder des liens avec votre organisation au moment précis d'une bagarre, parce que vous êtes pris avec vos collègues, vous êtes en train de construire une coordination par-ci, peut-être de tirer sur la police par-là, bon, c'est pas votre cas, mais et c'est vrai que le reproche que va faire Marx et Engels, c'est de dire au moment où on en avait le plus besoin, la coordination du parti pour avoir une politique indépendante s'est dissoute. Il prône donc évidemment l'indépendance du parti de la Ligue des communistes, non pas pour être à la remorque de la bourgeoisie radicale, la bourgeoisie libérale, mais au contraire pour avoir une politique indépendante de manière à ce que précisément une classe ouvrière désormais constituée puisse proposer avoir une politique indépendante de la bourgeoisie, même dans une révolution bourgeoise. C'est-à-dire qu'alors même que les acquis d'une révolution bourgeoise ne sont pas réalisés, Marx et Engels prônent l'indépendance d'un parti ouvrier et surtout le fait qu'il propose un programme qui soit lui-même d'ores et déjà un programme de révolution ouvrière qui elle-même sera chargée de mettre en œuvre les perspectives de la révolution bourgeoise. Je vous le dis rapidement pour pas qu'on en reparle. Une révolution bourgeoise, c'est 3 projets, enfin c'est 3 choses particulières. Hein. C'est la réforme agraire, c'est-à-dire la liquidation de la propriété privée féodale, la question nationale, c'est-à-dire quel est le territoire et quel est le peuple sur lequel l'État désormais bourgeois va gouverner, et troisièmement, la question de la nationalité, j'ai dit quoi oui, la question démocratique, bien sûr, excuse-moi, la question démocratique, je l'oublie tout le temps, c'est la question démocratique, évidemment, c'est-à-dire quelle va être la forme ou le mode de gouvernement qui soit le plus propre à une bourgeoisie pour défendre ses propres intérêts, c'est toute une raisonnement. Mais c'est cela, précisément, que Marx et Engels appellent la révolution en permanence. C'est le fait de pouvoir, pour une classe ouvrière ou pour un parti ouvrier désormais constitué, avoir les perspectives qui mettront en œuvre la révolution bourgeoise, y compris contre la bourgeoisie. Alors, ça a son importance, évidemment, puisque ça révulse
complètement Edward Bernstein. Il dit mais il est complètement fou. Ils sont complètement fous, ils sautent par-dessus les étapes, d'où illuminés. Il les traite de philosophes de taverne, hein, un autre endroit du voilà. Il accuse Marx et Engels, Bernstein, d'être bourrés. Tout ça parce qu'ils sont d'accord avec Hegel. Alors le pauvre Hegel aurait vraiment pas du tout voulu assumer ça, hein, comme le pauvre Thomas, mais il y a quand même quelque chose que, évidemment, que ça résume. En gros, si on résume le raisonnement de Bernstein, j'essaie de le retrouver rapidement, où est-ce que je l'avais bien mis là, mais pour pas avoir à vous lire toutes les citations, quoi. Désolé. Hein. Voilà. En gros, l'argument principal de Bernstein pose donc que la révolution, requalifiée donc de blanquisme, alors je ne vais pas revenir sur le blanquisme, mais les blanquistes sont ces révolutionnaires de 1848 qui prônaient la conspiration d'un parti pour renverser un régime politique, ce dont on ne peut pas tout à fait accuser Marx et Engels, qui eux ont plutôt théorisé la conspiration d'une classe sociale qui, derrière son parti et sous son contrôle, puisse renverser un régime bourgeois. Mais le blanquisme désigne donc ce terrorisme révolutionnaire d'une faction, évidemment, qui serait capable, comme a essayé de le montrer Blanqui à 2 reprises, il a passé 25 ans de sa vie en tôle après, jusqu'à la Commune, et c'est vrai que Bernstein assimile volontiers Marx et Engels à une théorie blanquiste. Alors, en effet, quel est le raisonnement de Bernstein? Il est simple. La révolution donc, de Marx et Engels, requalifiée de blanquisme ou terrorisme prolétarien, est en fait un malentendu hegelien, dit Bernstein. Le raisonnement est simple. Hegel, c'est la dialectique. La dialectique, c'est la Révolution française. La Révolution française, c'est du babouvisme, référence à Babeuf, qui est le fondateur de la Ligue des égaux, qui va être considéré par Marx et Engels comme le premier socialiste, puisqu'il prône en 1796 la collectivisation des terres et la collaboration de communes libres, ce qui va être le fondement, dira Proudhon, du proudhonisme d'ailleurs. Mais donc, Hegel égale dialectique égale Révolution française, mais je ne l'ai pas écrit ça, attends, je ne l'ai pas fait ça, ah bah non, je croyais, bon, c'était facile, égale babouvisme, égale blanquisme, égale marxisme. Vous voyez que... Égale révolution permanente. Égale révolution permanente, exactement. Donc, un raccourci, évidemment, que Hegel lui-même, qui a l'air un peu gêné, vous le voyez, aurait mal apprécié. Lui qui avait énormément combattu le fanatisme révolutionnaire pendant la Révolution française, il considérait que le jacobinisme était évidemment une expression de cette Révolution française, mais une expression d'une réalité, une expression politique que la réalité n'est pas encore capable d'accepter. Il prenait au contraire l'idée, ce que va reprendre Lassalle, d'un État qui serait capable de couvrir et d'arranger, de gérer, on dirait aujourd'hui, les antagonismes de classe qui ne manqueront pas, dit Hegel, au vu de l'enrichissement à un pôle et de l'appauvrissement à un autre, dit Hegel, vous êtes sûr de la guerre civile si vous n'avez pas un État. L'État, donc, doit, c'est d'ailleurs le seul endroit pas très dialectique de la position hegelienne, mais voilà, donc s'il avait été assimilé comme le fait Bernstein, il serait très mal à l'aise. Vous voyez, dans le trio, il n'a pas l'air content et on le comprend. Donc, ce qui nous intéresse évidemment là-dedans, c'est la manière que Bernstein a donc d'assimiler le manifeste communiste à la lettre au comité central de la Ligue des communistes, c'est-à-dire d'assimiler la révolution prolétarienne à la révolution permanente. Et il doit là-dedans une dialectique hegelienne dont Marx et Engels n'ont jamais pu se déprendre, et pour cause, elle est le fondement de la théorie du matérialisme dialectique, comme son nom l'indique. Alors, évidemment, à Bernstein, il va y avoir un certain nombre de réponses. Il ne faut pas croire qu'au congrès, je ne sais plus lequel c'était, au congrès, bon, je ne me rappelle plus lequel, au congrès de Hanovre en 1899, il se fait quand même un peu tenser. Il se fait tenser notamment par des réponses de gens qui ne sont pas n'importe qui. Hein. Vous avez de gauche à droite pas moins que Karl Kautsky, hein, qui est donc l'autre légataire testamentaire d'Engels, et qui est lui-même le théoricien, hein, le principal rédacteur du programme d'Erfurt, finalement, de l'orthodoxie marxiste. C'est eux que Lénine considère énormément quand même. Hein. Il n'est pas d'accord avec eux politiquement, mais vous pouvez pas faire comme si ces gens n'étaient pas abominablement formés au marxisme le plus conséquent. Vous avez à sa droite Plekhanov, qui lui n'est pas un Allemand mais un Russe, qui est donc celui qui est rien de moins quand même que le fondateur du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui a quand même, il n'a pas recruté Lénine, mais c'est lui qui l'a formé. C'est-à-dire que Lénine gardera jusqu'en 1809, hein, je parle sous ton contrôle Thomas, mais 1908 d'ailleurs, pas 1809. 1908, un respect absolument époustouflant, y compris sur le terrain doctrinal, pour son maître à penser, avec lequel il est déjà en désaccord, puisqu'ils sont déjà dans 2 fractions différentes. En 1908, Lénine est déjà chez les bolcheviks, Plekhanov déjà un dirigeant menchevique, et pourtant leur respect mutuel intellectuel est très... Non, le respect de Lénine pour Plekhanov est très grand.
La réciproque n'est pas toujours vraie. Et vous avez évidemment Rosa Luxembourg, dont j'espère que vous allez tous lire l'écrit principal, qui est une véritable merveille, ce que reconnaît Bernstein. Hein. Bernstein reconnaît que dans la fricassée, la plus talentueuse pour lui avoir répondu, c'est Rosa Luxembourg. On a envie de l'applaudir, non mais ouais, grave, évidemment. Mais c'est vrai qu'elle aborde tous les sujets, c'est-à-dire, comme diraient certains, elle fait de la dialectique appliquée, mais elle n'aborde jamais le problème de la dialectique. Alors, je ne vais pas être... voilà, aussi parce que ça... je pense pas qu'elle soit... Voilà, c'est pas ce qui l'intéresse. Voilà, c'est pas ce qui l'intéresse. Voilà. Vous avez à droite, je le mets parce que c'est un de ceux qui répond, c'est Parvus. Voilà. Co-fondateur, quand même, avec Trotsky, de la théorie de la révolution permanente. Et Parvus, alors j'ai pas mis la main sur ses écrits pour répondre à Bernstein, contrairement aux trois autres. Mais voilà, bon. Je vous mets ces quatre-là, mais donc il se fait tenser, le cher Bernstein, mais il n'est pas du tout exclu du parti. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que ce qu'il fait, d'ailleurs c'est le sens du titre de son livre, hein, Socialisme théorique et social-démocratie pratique, c'est le fait d'exprimer tout simplement sur le terrain théorique ce que la social-démocratie fait de toutes les manières, que vous le vouliez ou non, que vous soyez révolutionnaire ou pas. La social-démocratie allemande fonctionne déjà comme un parti très intégré aux institutions de l'État bourgeois, très intégré à l'impérialisme. Je ne fais que dire tout haut ce que vous tous, vous pensez tout bas. Ce que lui fera remarquer Ignace Auer en disant, voyons, Édouard, tu es un âne, ces choses, on les dit pas, on les fait. Mais c'est évidemment le grand terreur auquel on s'aperçoit, c'est qu'en fait, à ce congrès, à la fois il se fait tenser, à la fois il se fait pas exclure, et finalement, on se rend compte que beaucoup de sociodémocrates les plus éminents pensent un peu ça, ils pensent juste qu'il fallait juste pas le dire. Voilà, alors, c'est vrai que, Kautsky, notamment, va répondre sur cette affaire de la dialectique. Et sur la révolution permanente. En fait, il ne voit pas tellement le problème, lui. Il ne voit pas du tout le lien établi par Bernstein entre dialectique et révolution permanente. Ou alors, il le voit un peu trop, et il dit, mais en fait, un peu mollement, mais où Marx et Engels s'appuient-ils sur la dialectique hegelienne dans leur prophétie du manifeste communiste? Très ennuyé en réfléchissant, on le voit presque quand il écrit, il s'interroge, mais qu'est-ce que cela prouve contre la dialectique? En supposant que Marx et Engels n'aient véritablement pas su s'en servir, ce serait un argument contre eux, mais pas contre la méthode, qu'il n'arrive pas à définir. Plekhanov, de son côté, répond aux Allemands lui aussi, mais évidemment, lui, il s'insurge contre l'évolutionnisme darwinien que revendique finalement Bernstein contre la dialectique. Vous voyez, ils assimilent darwinisme, qui est d'ailleurs faux. Le darwinisme, pour eux, c'est l'évolution des espèces. C'est-à-dire comme si l'évolution était continue des espèces, et comme si on pouvait ignorer le chapitre 9 de l'origine des espèces, qui nous explique que la différenciation se fait justement par disparition des espèces intermédiaires, c'est-à-dire celles qui sont au milieu. Mais c'est une blague. Non, vous l'avez pas compris, c'est pas grave. On en revient donc, mais ils reprennent tous, en tout cas, l'évolutionnisme continuiste de Darwin, un évolutionnisme réadapté pour l'occasion. Et Plekhanov prend sa plume contre les Allemands, c'est la rupture qui compte, pas tout changement c'est une rupture, c'est pas le mouvement continu, et s'il y avait changement, il faudrait bien qu'à un moment déterminé, des bons se produisent. Alors, tout ça, je vous le dis, c'est pas tellement... il comprend pas tellement le problème avec la dialectique, parce que lui, Plekhanov, il n'y voit qu'une discussion sur le temps et la vitesse des processus, mais pas du tout sur la logique. Comme dira Lénine plus tard, Plekhanov, la dialectique, c'est pas son truc. Et c'est vrai que c'est embêtant, parce qu'on a affaire à des plus grands théoriciens du matérialisme dialectique, justement. Et c'est vrai que... Alors c'est ce que Lénine s'apercevra lui-même quand il écrira quelques... temps plus tard, son premier ouvrage... Alors, non, pas son premier ouvrage du tout, son premier ouvrage de philosophie. Alors, on va pas pouvoir y rester des heures, je suis désolé. Je sais que dans la salle, il y a peut-être des gens qui, après avoir lu mon article, ont envie de me tuer. Je les laisse le faire, sortez vos poignards, etc. Bon. Évidemment que c'est peut-être d'ailleurs qu'on peut en parler rapidement, peut-être que toi Thomas tu pourrais le faire. Il y a quand même quelque chose qui se joue dans cette social-démocratie allemande sur le terrain philosophique. Évidemment ici aujourd'hui tout le monde s'en fout. C'est-à-dire personne n'irait faire péter un groupe sur un problème philosophique. Vous voyez, Trotsky n'hésitera pas à le faire lui, en 1938. C'est-à-dire qu'après une blague faite en fin de réunion par Schartmann et Burnham, qui sont dirigeants du parti du SWP américain, il trouve que cette blague est pas drôle sur la dialectique. Et la bagarre commence, ça va donner la défense du marxisme. Et ça va se solder par la démission de Burnham et l'éjection de Schartmann, qui sont deux dirigeants dirigeants auxquels je n'arrive pas, personne n'a ici, n'arrivons pas à la cheville. Vous voyez, Trotsky sait faire des choix. Et donc, Lénine se trouve lui-même dans une situation non pas similaire, mais une situation comparable, puisque, et là je vais peut-être laisser parler Thomas, mais brièvement, parce qu'on n'a pas un temps fou. Non, mais c'est pas du tout parce qu'il parle trop, c'est parce que si on reste trop longtemps là-dessus, vous allez me poser des questions à laquelle on pourra répondre dans la discussion, si vous voulez. C'est-à-dire, parce que nous allons faire une petite critique quand même de cet ouvrage. Critique ne veut pas dire mauvaise critique.
Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on l'examine, quoi, voilà. Et donc en 1904 à 1908, vas-y Thomas, explique un petit peu quand même. Il y a plusieurs scientifiques de haut niveau qui, Avenarius, Mach, qui est connu dans la chimie notamment, et en France c'est Henri Poincaré, qui est célèbre en mathématiques, et Pierre Duhem, qui est connu pour avoir inventé la thermodynamique. Il n'a pas inventé, il est un commentateur tardif 50 ans après, mais on est tous très admiratifs. Okay. Je crois qu'il a vraiment inventé. Mais, on va dire ça, Aurélien, il m'a tué quand même. Ah oui, qui du coup conçoivent à partir de leurs résultats scientifiques et la crise des sciences une nouvelle théorie qui s'appelle le monisme neutre et qui consiste à dire que dans le débat historique entre les idées, la matière, qui consiste à dire qu'on a affaire à des phénomènes dont on ne peut pas dire s'ils sont essentiellement matériels ou essentiellement spirituels. Ils sont premièrement matériels ou premièrement spirituels. Bon, comme tu me demandes d'aller vite, ce sont des conséquences, on va dire, qui mènent à... Lénine, je trouve, identifie bien ce problème, à nier l'existence de la matière indépendante de la pensée. Et cette théorie, donc cette nouvelle théorie des sciences, est reprise par une partie des bolcheviks, dont Bogdanov, pour opérer une révision de la conception philosophique marxiste dans la social-démocratie russe. Parce que donc Lénine combat à juste titre, au sens où, à mon avis, il identifie bien les adversaires et il identifie une véritable menace, mais pas avec les bons arguments, comme Clément va l'expliquer. Non, on ne va pas l'expliquer, vous le lirez peut-être dans l'article, mais sachez simplement que c'est un débat qui est très actuel en fait. Hein. C'est un débat qu'on a toujours en fait dans nos propres rangs. C'est pas bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite polémique quand même. C'est-à-dire qu'il s'attaque en fait à la méthodologie scientifique, qui elle est totalement tributaire, comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas, hein, mais d'un ouvrage théorique majeur qui a transformé quand même, qui a eu une influence absolument déterminante sur la totalité des sciences jusqu'à aujourd'hui. C'est évidemment la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, quoi, que je montre. Voilà. Empiriocriticisme, en fait, c'est une catégorie inventée par Lénine qui mêle empirisme, qui est l'idée commune et dont on pourrait croire qu'elle est matérialiste, que toute connaissance commence avec l'expérience. Il n'est possible que dans les strictes limites de l'expérience possible. C'est voilà. Ça que la science nous dit. D'ailleurs, elle a des bonnes raisons de nous le dire. Hein. C'est-à-dire que nous ne pouvons faire de la science que si à un moment déterminé, nous restons dans les strictes limites d'une expérience possible qui est susceptible d'accroître notre connaissance. Aujourd'hui, toutes les sciences sont fondées là-dessus. Mais loin de fonder un matérialisme, contrairement à ce que pourrait croire, ce que pourrait vouloir même, hein, nous ne croyons pas à Bogdanov, ça fonde en fait un idéalisme objectif. C'est-à-dire que le monde... Donc, je finis sur empiriocriticisme. Vas-y. Bon, c'est barbare. C'est la synthèse entre empirisme et criticisme, qui est la philosophie de Kant transcendantale, qui sont en fait le paradoxe, mais là je trouve c'est où Lénine est quand même génial, c'est que sans lire Hegel, sans rien, le paradoxe c'est que ce sont deux courants de pensée, enfin, ceux qui ont fait la philo savent que c'est deux courants de pensée. Enfin, le criticisme est conçu comme une réfutation de l'empirisme, qui dit qu'il y a des conditions d'expérience a priori qui ne sont pas précisément dans l'expérience mais qui la rendent possible. Et l'empirisme qui dit le contraire, et Lénine identifie en fait dans ces deux conceptions un noyau commun idéaliste qui fusionne et que Clément va vous expliquer. On y reviendra dans la discussion si vous le voulez bien, mais en attendant, c'est vrai qu'on est très critique par rapport à un certain nombre d'arguments que Lénine a légués au mouvement communiste international. Voilà. Très critique, pourquoi ? Parce qu'il y a plein de concepts qu'il a du mal à définir. Pour le dire autrement, à l'époque, il n'a toujours pas lu Hegel, hein, comme dit Jean-Jacques Marie. Jean-Jacques Marie ne dit pas ça, mais il escalade en écrivant Matérialisme et empiriocriticisme. Il s'attaque à la philosophie kantienne, à toutes les sciences modernes qui elles-mêmes s'enrichissent, ça c'est vrai, du commencement de la mécanique quantique. Tout ça sans avoir lu Hegel et sans avoir autant escaladé quand même l'Himalaya en tongs. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il le fait, et c'est vrai, moi aussi, j'admire Lénine, comme Thomas, d'avoir opéré la montée du K2 sans avoir le moindre matériel à sa disposition. Néanmoins, il le fait, et il laisse des arguments qui vont laisser certaines confusions, sur lesquelles on reviendra, mais dans la discussion. Mais en tout état de cause, voilà en gros à quoi Lénine, au moment où en 1914, il se rend compte qu'il y a quelque chose
qu'il n'a pas compris. Alors, il est évident que quand Lénine se met à lire les cahiers philosophiques, franchement, je vous le dis, hein, enfin, pour ceux qui s'y sont collés, je sais qu'il y en a peut-être plusieurs parmi vous, lire la science de la logique sans formation philosophique férue, en fait, c'est vrai que c'est horrible. Enfin, je veux dire, Thomas et moi, on a passé 20 minutes par page sur la doctrine de l'essence. On passe 20 minutes par page, sinon c'est que vous... voilà, c'est un des ouvrages les plus difficiles. Et c'est vrai que Lénine, en 1914, se retrouve à Berne avec une belle bibliothèque, celle de Suisse. Et c'est là qu'il se dit, bon sang, cette attaque de Bernstein contre la dialectique n'est pas un hasard, n'est pas quelque chose... qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette dialectique et qui permet à Bernstein de l'attaquer de manière à liquider ainsi le marxisme. Bref, quel est le lien entre la dialectique hegélienne, finalement, et le marxisme? Voilà, un lien que Bernstein reconnaît comme essentiel, c'est-à-dire que le marxisme ne peut pas exister sans la dialectique hegélienne. C'est donc à ça qu'il s'attaque en 1914. Alors, je ne vais pas revenir, bon, vous l'aurez pas partout, mais vous avez un résumé de la science de la logique dans l'article que j'ai pondu. Bon, enfin, en 3 pages, voilà, bon, mais c'est la vie, quoi, voilà. Mais dans le temps, évidemment, on peut se demander d'abord, et c'est quand même la question qui gouverne Lénine, on va pas parler de la doctrine de l'être, on va pas parler de la doctrine de l'essence, on va parler que de la dernière, la doctrine du concept, qui est là où la dialectique se trouve exposée de la manière la plus claire par Hegel, enfin la plus claire si on peut dire comme ça, mais en tout cas la plus rigoureuse et la plus fracassante. Hein. Le boulot que Hegel a fourni, c'est pas n'importe lequel, on ne peut pas éviter Hegel comme ça, hein. C'est en philosophie ou dans n'importe quel, si vous évitez, il est à une position philosophiquement imprenable, quasiment imprenable. Rare personne n'a critiqué, sauf Marx, n'a critiqué l'hegélianisme aujourd'hui, de manière à rendre invalide les critiques que lui-même fait de toute l'histoire de la philosophie. En effet, Hegel est quelqu'un qui, tout simplement, a opéré ce tour de force que de réduire la question de Dieu à la question de l'être à la logique, c'est-à-dire tout le réel au rationnel. Voilà, c'est ça son boulot. Et il y parvient, il met un terme à 2000 ans de débat sur des trucs, il met un terme à quasiment 2000 ans de débat de métaphysique, ça depuis Aristote. Voilà. C'est quand même pas pour rien que tout le monde le déteste. C'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un critiquera Hegel à l'université, n'oubliez pas qu'il ne l'a pas lu, et deuxièmement, c'est pour une bonne raison, c'est que s'il avait dû le lire et qu'il avait dû avoir à le critiquer, il serait aujourd'hui soit avec nous, c'est-à-dire marxiste, soit évidemment il serait retourné, enfin voilà, soit il aurait, voilà. Mais pour avoir un poste à l'université, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Donc, une petite histoire de la dialectique d'abord. Alors, c'est vrai, la dialectique, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez vu que j'ai juxtaposé 2 images, une de Socrate buvant la ciguë, bon, c'est sûr, et une de Brad Pitt, parce que je le trouve trop beau, qui est bon. Mais quel est le rapport, évidemment, entre... En gros, il faut se représenter que la dialectique est née aux alentours de longtemps avant Jésus-Christ. À un temps, notamment dans certaines cités-États, et dans une cité-État en particulier, qui s'appelle Athènes, où une division sociale du travail est déjà très ardente, puisque une classe d'intellectuels et d'aristocrates est déjà constituée, et la philosophie, comme vous le savez, a toujours été le temps du loisir. Qu'est-ce qu'on appelle le temps du loisir en philosophie? C'est parce que ne peuvent s'y adonner que ceux qui n'ont vraiment que ça à foutre. Et pourquoi? Parce que les autres travaillent, vous n'allez pas aller et aller faire oui avec Socrate, mais qu'est-ce que, mais tu bien sûr Socrate, mais qu'est-ce que le beau, le beau, mon cher Alcibiade, vous voyez, ça, il faut avoir du temps pour faire ça, vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment avoir que ça à faire, et nous avons, Dieu soit loué, eu une apparition des classes sociales depuis déjà un bon moment, et une classe d'intellectuels tout à fait fameux, capable de s'élever aux plus hautes fonctions de l'État, et capable en quelque sorte de se poser des questions sur, totalement théoriques, abstraction faite de toute urgence pratique. Ainsi est né, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans une cité-État qu'on appelle Athènes, la philosophie. Le fond de l'affaire, quand même, c'est que la philosophie est donc née au IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Ça ne veut pas dire que les populations qui ont précédé le IVe siècle à Athènes ne pensaient pas. Ça veut dire simplement qu'ils ne pensaient pas de manière philosophique. La philosophie est donc une discipline intellectuelle établie par justement le fameux Socrate et par ses successeurs, car Socrate, comme vous le savez peut-être, est le maître de Platon. Platon est le maître d'Aristote, et Aristote est le maître de quelqu'un de bien plus célèbre que vous connaissez tous, j'ai nommé Alexandre le Grand, bravo. Voilà, donc tous ces gens se connaissent sur une génération d'écart. Vous imaginez l'ambiance à table. Vous voyez, non. Aristote a 5 ans quand Socrate meurt, mais il a 20 ans, Platon le jour de la mort. Or, évidemment, comme vous le savez, le IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes a mis en place un régime politique très connu qu'on appelle la
La démocratie, très bien. Premier régime connu. Oui, mais c'est vrai que personne ne le sait. Donc. Alors, c'est vrai que cette démocratie va en fait engendrer quelque chose que les philosophes vont détester. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la philosophie va naître en vomissant la démocratie. Pour une simple raison, c'est que en fait, on va voir pulluler, c'est-à-dire se multiplier en masse, dans le régime démocratique, des gens qui... Bon, comment vous le dire? Dans un régime démocratique, vous savez comment ça se passe. Le but n'est pas que vous disiez la vérité à la télé. Même nous, on fait ça. Le but n'est pas seulement toujours de dire la vérité. C'est que la vérité que vous dites, il faut qu'elle paraisse vraie en plus. Pour le dire autrement, l'important quand vous prenez la parole et quand vous briguez un mandat démocratique à la télé, c'est évidemment d'avoir des suffrages. On est d'accord quand même, quand vous vous présentez, c'est pour être bon. Et donc, pour être élu, à un moment déterminé, il faut dire des choses qui, soit sont vraies, ça c'est bien, soit ne le sont pas, mais si elles ne le sont pas, il faut qu'elles paraissent vraies. On va donc voir pulluler une batterie de savants, d'intellectuels, de professionnels en fait, dont le but avoué est de vous apprendre à entraîner l'adhésion soit d'une personne, soit d'une foule assemblée à tous les coups. Ces gens-là, qui parcourent le pays de ville en ville et qui sont parfois grassement payés, sont ceux qu'on appelle les sophistes. Les sophistes sont donc des professionnels qui enseignent à la jeunesse dorée athénienne, la jeunesse aristocratique, l'art d'emporter l'adhésion d'une foule assemblée. Ceux-là, ce sont les rhéteurs, et qui font de la rhétorique. Le rôle de la rhétorique, c'est précisément d'entraîner l'adhésion d'une foule. Et il y a précisément une autre spécialité sophistique qu'on appelle, précisément pour cette raison-là, la dialectique. La dialectique, c'est l'art d'entraîner l'adhésion d'un petit groupe de personnes ou d'une personne qui est toujours en capacité de répondre. Ces intellectuels se font grassement payer et d'ailleurs on en entend parler. Alors vous n'avez pas, c'est pas n'importe qui ces gens, c'est quand même les plus grands savants de leur époque. C'est-à-dire que parmi les rhéteurs, je citerai par exemple Lysias bien sûr, Tisias pour cela, il y en aurait bien d'autres peut-être qu'on pourrait citer. Mais parmi les sophistes, il y a quand même des brutes. Il y a évidemment Gorgias, il y a évidemment Protagoras que vous connaissez peut-être, qui est leur chef, qui est leur pape, qui est le plus fort. Voilà, celui auquel Socrate aurait adoré se confronter. Est-ce qu'il s'y est déjà mesuré d'ailleurs? On n'en sait rien. Mais ces gens-là organisent régulièrement des tournois. Et ils forment la jeunesse dorée athénienne à une technique qu'on appelle la dialectique. Et qui, j'aurais dû faire un schéma, je suis vraiment stupide. Là j'ai mis Kant, c'est débile, on s'en fout de Kant. Bon, regardez quand même Brad Pitt. Le fond de l'affaire, parce que c'est ça la partie dialectique. La partie dialectique, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que ils mesurent leur savoir-faire, les sophistes, dans des espèces de joutes qui sont en fait des matchs avec des règles très précises. Il s'agit pour les sophistes de se rencontrer dans des tournois organisés à cet effet pour présenter soit le maître de l'école sophiste numéro 1, soit un élève, contre le maître sophiste d'une école numéro 2 ou l'élève. Attention, c'est des soirées organisées spécialement à cet effet, à très fort enjeu, notamment pécunier, pour des raisons que je vais vous expliquer. Les règles sont très simples. Deux individus parlent, un public regarde. Le but du jeu est très simple. Le thème du débat est connu à l'avance. Ils ont peut-être parfois le temps de se préparer. Mais la thèse que vous allez défendre, c'est-à-dire ce que vous allez dire, est tirée au sort. C'est-à-dire que si on vous appelle, vous pouvez tout à fait avoir à défendre la thèse opposée à celle à laquelle vous croyez. Tout l'exercice est là. Le but est que vous arriviez à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le but donc, une fois que vous avez tiré au sort, celui qui est tenant de la thèse, qu'on appellera donc thèse initiative, se trouve immédiatement en position de répondant. Il n'a pas le droit de poser des questions. L'autre, qui est donc été tiré au sort, est immédiatement en position de questionnaire. Vous avez donc d'un côté le répondant, qui répond aux questions du questionnaire. Le but du jeu est très simple, devant le public, dans un temps imparti. Il s'agit de pousser l'adversaire à contredire la thèse initiative. Il faut que par ces questions, le questionnaire pousse le répondant à se contredire. En échange, il faut que A tienne coup et ne se contredise pas pendant le temps imparti. Cette partie de dialectique, alors si vous avez réussi à faire en sorte que A se contredise, A est KO par mort subite et il sort sous les huées de la foule. Si au contraire il n'a pas réussi, c'est vous qui êtes KO par mort subite au temps imparti et vous dégagez. Sous les huées de la foule et tout le monde se fout de votre gueule. Le fond de l'affaire, c'est que l'enjeu est évidemment financier, puisque les parties dialectiques et les matchs jugent les maîtres sophistes et les écoles qui participent.
résultat des courses, plus vous gagnez des tournois, et plus vous pouvez vous faire payer grassement si vous êtes le maître sophiste. C'est pour ça que ça termine toujours, quasiment, parce que c'est Platon qui le dit. Il dit, je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, tout le monde s'est foutu sur la gueule hier soir. Et ben, à ton avis, voilà. Donc, et c'est vrai que ça va juger ces trucs-là, et ces parties de dialectique, donc, ont un rôle. Bon. La position a un rôle donc de formation intellectuelle. Socrate maîtrise toutes les règles de la dialectique, mais il refuse catégoriquement la position de répondant. Car, dit-il, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Comment veux-tu que je réponde? Et toi, par contre, il refuse donc toutes les parties dialectiques à condition, il ne les accepte que s'il est en position de répondant, ce que les autres, de questionneur, pardon. Ce que les autres, évidemment, s'énervent en disant, bah, toi, Socrate, t'en penses quoi alors? Socrate fait, ah, je ne sais pas, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Mais moi, je sais, contrairement à toi, qui ignore totalement que tu ne sais pas, et qui donc ignore aussi que tu ignores, ce qui est évidemment une double ignorance, alors que moi, je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Mais il maîtrise toutes les règles de la dialectique, qui vont acquérir ces règles de la dialectique dans la philosophie. Non, ils vont complètement détourner les méthodes dialectiques contre les sophistes. La philosophie de Platon va se fonder sur une science suprême qu'on appelle la dialectique et dont le but est simplement de progresser dans la connaissance par le dialogue et notamment par les règles de la dialectique. Il ne faut pas oublier que cette dialectique va donc être toujours héritière de ses fondements sophistes. Aujourd'hui, quand on vous parle de dialectique, alors d'ailleurs mesurez bien dans les débats, les gens ils parlent jamais de la dialectique, ils parlent toujours d'une dialectique, deux. Méfiez-vous, une dialectique désigne tout simplement la dialectique des sophistes. Quand on parle de la dialectique, on parle évidemment de celle de Hegel, ou celle établie par Kant, en fait, d'abord, et Hegel, ensuite, 2000 ans plus tard. Mais aujourd'hui, quand on taxe de la dialectique, on dit ouais, en fait, quand tu fais de la dialectique, t'es un peu un sophiste, quoi. Toi, pour toi, c'est que ça paraisse vrai, pas que ce ne soit pas. Je dis ça parce que Bernstein répète exactement la même chose. Alors, quelques décennies plus tard, qu'est-ce que ça nous donne? En fait, il faut se représenter. C'est trop tard, ouais, on va arrêter là. Hein. Ouais, il faut. Il est quelle heure là? Bah ouais, il faut. Ouais, ça a débordé là. Bon, pour vous dire une chose. Vous avez tort. Non, on va résumer en quelques mots et après on passera à la discussion. Un petit truc. Donc. Le premier moment du coup rationnel de la dialectique qui apparaît chez les sophistes, c'est le fait de mettre l'adversaire en contradiction avec lui-même. C'est de là dont on tire la ligne. Le point de départ de la dialectique, c'est la contradiction. Aristote va précisément très bien le comprendre en fondant la logique formelle précisément là-dessus. C'est que on en a marre qu'on puisse dire une chose et son contraire. Vous voyez, le problème avec les sophistes, c'est qu'ils peuvent dire une chose et son contraire et que finalement, ils croient avoir tout aussi raison en soutenant la thèse qu'en soutenant l'antithèse. C'est la raison pour laquelle, évidemment, la logique formelle va devoir universaliser un jugement de manière à ce que quand vous faites un raisonnement, tout le monde qui a admis les prémices doit admettre nécessairement la conclusion. Ça va nous donner les premières règles de la logique formelle, c'est-à-dire les règles de tout raisonnement et même les règles de la raison elle-même. La première de ces règles, cachée, voilà, c'est le principe de non-contradiction. Je sais que beaucoup de scientifiques parmi vous, qui sont des scientifiques brillants, ont forcément entendu parler de ce principe, qui est un des deux fondements de la rationalité dite occidentale, mais il n'y en a pas d'autre, il n'y a qu'une seule rationalité, et elle n'est pas occidentale, elle est universelle. Elle fonctionne sur deux principes, le principe de non-contradiction et le principe de raison. Mais ça, on n'y reviendra pas. En gros, que nous dit ce principe de non-contradiction? Cachez votre déception. Il est impossible que quelque chose soit et ne soit pas en même temps et sous le même rapport. Ça veut dire que c'est pas possible que ce soit bleu et pas bleu en même temps et sous le même rapport. Voilà le fondement. L'axiome de tous les axiomes, principe de tous les principes, condition de possibilité de toute démonstration possible dans toutes les sciences possibles. Si vous ne respectez pas ce principe, montre Aristote, vous ne pouvez plus rien démontrer. Alors, ce qui est intéressant, juste je vous montre, hein, mais bon, pour ceux qui ont fait un peu de logique formelle, bon, les signes, ceux qui ont, voilà, c'est qu'en fait le principe, ceux qui n'en ont pas fait, vous en foutez là, des petits trucs écrits à côté. Là. Mais le principe de non-contradiction, il dit simplement donc il n'est pas possible que quelque chose soit et ne soit pas en même temps et sous le même rapport. Si on fait rentrer la négation dans les parenthèses, ça nous donne le principe du tiers exclu, qui est juste la forme développée du précédent, c'est-à-dire que s'il n'est pas possible que P et non P, ou s'il n'est pas possible que ce soit bleu et non bleu, ça veut dire, tenez-vous bien, que ou bien c'est bleu, ou bien ça l'est pas. Moi aussi j'étais admiratif quand j'ai vu. Mais pour que ce soit pas possible que les deux soient possibles, il faut nécessairement qu'il y ait un principe d'identité. À savoir que pour qu'il soit pas possible que quelque chose soit bleu et pas bleu, il faut évidemment que ce quelque chose reste identique à lui-même. En effet, s'il n'est pas identique à lui-même, il peut être bleu et pas bleu en même temps et sous le même rapport.
C'est le principe d'identité. A égale A, qu'on peut traduire très simplement par un chat est un chat. Cachez votre déception quand même. Voilà le fondement axiomatique, l'axiome de tous les axiomes, le principe de tous les principes, condition de possibilité de toute démonstration possible dans toutes les sciences possibles. Voilà toute la science occidentale fondée sur ce principe de démonstration par trop abstrait. Là, c'est moi qui le reprends. En effet, Hegel fait remarquer un truc horrible. Quand vous dites un chat est un chat d'ailleurs, vous avez remarqué que le deuxième chat n'est pas le même que le premier? Dans le premier cas, c'est ce chat-là. Bon, prenons un autre exemple. Prenons cette cigarette électronique est une cigarette électronique. Vous voyez que quand dans la première cigarette électronique, ce que je désigne, c'est celle-là. Cette cigarette électronique particulière. Mais quand je dis cette cigarette électronique particulière est une cigarette électronique, la cigarette électronique particulière n'est pas le concept de cigarette électronique qui désigne toutes les cigarettes électroniques. Je dis ça, je dis rien, mais regardez ce que Hegel lui dit. Je le dis quand même. On aura le droit de... On va bientôt terminer, mais parce qu'il faut... On passera à la discussion parce que sinon ça risque de... En gros, il remarque une chose abominable, Hegel, qui met dans les dents évidemment toute la logique formelle. Ne me tuez pas, hein, je veux dire, je sais que ça a garanti tous vos postes à l'université, que ça garantira vos emplois dans l'industrie, que ça garantira vos emplois, etc. Ne dites jamais ça à votre employeur universitaire. Hein. Vous dites bien sûr, un chat est un chat, et puis quoi encore. Bon, mais évidemment, de deux choses l'une. Vous avez vu que quand vous dites un chat est un chat, vous allez dire... Super, quoi, merci. Waouh, voilà, ma déception elle est grande, mais voilà, oulala. En effet, pourquoi? Parce que ce principe est, comme le dit Hegel, totalement tautologique. C'est-à-dire, tautologie, c'est quand vous dites d'une chose, la même chose. En effet, vous voyez le problème avec un chat est un chat, vous n'avez pas dit grand-chose du chat en disant que justement il est un chat. Voilà, puisque vous saviez déjà que c'était un chat. Donc, voilà. Bon, alors, tautologique, ça veut dire qu'il dit rien. La thèse quand même de... Mais c'est pas le seul à le dire, à la limite ça veut dire la même chose. Donc voilà, les identités, le problème c'est que ça dit rien. Voilà. En effet, soit c'est A est identique à lui-même, alors vous avez rien dit de A en disant qu'il est A, puisqu'il est identique, c'est la même chose. C'est une tautologie. Ou bien vous avez dit quelque chose de A en disant qu'il est A, et ça veut dire, je suis désolé, ça c'est Hegel qui le dit, que A n'est pas identique à lui-même. La thèse, donc, reprendre. Ça veut dire simplement que, ou bien on dit quelque chose, ou bien un chat est un chat, et on n'a rien dit en disant du chat qu'il est un chat, quoi. Alors que c'est une évidence par ailleurs, hein, là je vois par exemple Christophe, oui, il en peut plus, là, mais voilà, mais c'est une évidence qu'un chat est un chat, enfin, que voulez-vous que ce soit? Et pourtant, quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Si ce n'est, si vous dites quelque chose du chat en disant qu'il est un chat, ça veut dire qu'un chat n'est pas un chat. Et ça, c'est le principe, évidemment, qui va fonder la dialectique, c'est que le point de départ de la dialectique, c'est la contradiction. Le point de départ de la logique formelle, c'est le principe d'identité. Et c'est vrai que cette contradiction, elle explique, nous dit Hegel, après Aristote, bien plus de choses dans la nature que la physique elle-même abstraite, qui elle-même, si vous regardez bien, réduit le mouvement à du stable, réduit, en quelque sorte, on va le dire autrement, qui réduit le mouvement à des lois immuables, et qui fait donc abstraction du mouvement de la nature, qui est un principe d'automouvement, pour, et à juste titre, essayer de le connaître par des lois qui peuvent s'appliquer dans tous les cas. Ça a fait faire un énorme progrès à la physique. Hein. Personne ne nous demande de renier les progrès faits par Descartes et Newton, et qui ont été consolidés philosophiquement par Kant. Mais en faisant abstraction du mouvement de la nature, ils n'ont reconnu le principe d'identité que dans les idées. La contradiction n'existe pas dans la nature, nous disent ces auteurs, mais s'il y a des contradictions, ils ne peuvent être que dans notre esprit. D'où la critique de la raison pure que Kant établit. C'est Kant qui montre cette chose-là, c'est que sortie de l'expérience possible, la raison, réduite à elle-même, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer là, est par nature dialectique. Quand Bernstein accuse la dialectique d'être irrationnelle, en fait, le fond de l'affaire, c'est que la seule rationalité possible, et c'est Kant qui le dit, c'est pas Hegel, hein, c'est la seule rationalité possible, la seule rationalité pure, elle est nécessairement dialectique. Alors la dialectique, en gros, c'est donc ce mouvement, hein, on peut le dire très simplement, tel que Hegel la théorise, c'est simplement la logique du développement qui procède par synthèse des contradictions. On ne peut rendre raison d'un mouvement que par la contradiction dont elle est le résultat. Prenez évidemment ce téléphone portable. Si je devais vous demander est-ce qu'il est sur la table ou est-ce qu'il n'est pas sur la table, on peut même faire l'expérience, hein, si vous voulez. Hein, vous me dites s'il est sur la table, vous me dites oui. S'il n'est pas sur la table, vous me dites non. Oui. Non. Oui. Non.
il y avait quelque chose de pas clair dans ma question, parce que vous avez répondu des trucs totalement incohérents. Vous voyez, voilà. Évidemment, le oui, non, qui est totalement contradictoire et que vous avez étalé tous ensemble, c'est pour ça qu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas toi t'es nul, toi machin. C'est précisément parce que vous allez le dire, on a juxtaposé des propositions contradictoires parce que le téléphone portable était en... Voilà, tout simplement. Le mouvement, mesdames et messieurs, c'est simplement la synthèse de contradictoire. C'est-à-dire que n'est en mouvement que quelque chose qui est fondamentalement le résultat d'une contradiction. On ne peut donc rendre raison d'un développement, rendre raison d'un mouvement que par la contradiction dont ce mouvement est le résultat. Toute réalité, qu'elle soit physique, sociale, économique, philosophique, politique, est toujours le résultat d'une contradiction qui en rend raison. C'est-à-dire que toute raison est toujours la raison, c'est la contradiction qui explique un phénomène. Ça ne veut pas dire qu'avec ça, vous allez construire des avions. Ça veut dire qu'avec ça, vous allez juste comprendre comment un mouvement... Construire un avion, c'est arrêter un mouvement. Hein. Dès que vous faites de la technique, dès que vous faites de l'ingénierie, il faut arrêter le mouvement de la nature. C'est ça, construire quelque chose. C'est la raison pour laquelle la construction pratique doit énormément aux mathématiques, qui n'est que l'abstraction de la nature. La construction artificielle, c'est tout simplement l'effet, enfin, pour dire mieux, les sciences de la nature sont simplement l'expression, en quelque sorte, intellectuelle, du mouvement que vous faites quand vous fabriquez quelque chose. Quand vous fabriquez quelque chose, une chaise, vous arrêtez le mouvement de la nature, c'est-à-dire notamment le mouvement du bois qui s'auto-détériore dans l'interaction universelle, le mouvement de vos fesses qui, en vertu de la loi de la gravité, vont évidemment chuter au sol si vous n'interposez pas immédiatement une chaise. La science moderne, c'est donc l'abstraction du mouvement de la nature. Abstraction, ça veut dire que ça a un bon côté, parce que ça nous permet de la penser et de construire des avions, mais à la fois, ça a un très mauvais côté, c'est qu'on en oublie la réalité du mouvement. C'est tout simplement ça que Hegel et Marx vont tout simplement essayer de rétablir. Non pas pour abolir la logique formelle, mais précisément pour la compléter en disant c'est bien sympa de réduire toute droite à des segments, tout segment à des points et toute courbe, non, pour le dire mieux, toute courbe à des segments. Le segment c'est un truc droit, hein, c'est pas une courbe. Et tout segment a des points, et vous voyez bien que le point c'est la négation du segment, puisque ça n'a pas d'espace. Mais en attendant, ce n'est pas ça qui va rendre raison, précisément, du mouvement précis dont chaque réalité est pourtant le résultat. Je ne reviens pas sur le capital, on peut le faire dans la discussion. Je termine là-dessus et c'est ma conclusion. Non, on n'a pas le temps. Le rapport, non, mais non, c'est... Voilà. Le rapport, en gros, évident, me disait Craig, le camarade américain, il me dit, mais c'est tellement évident, voilà, de la dialectique avec la révolution permanente. Bon, il faudrait un petit... En gros, vous voyez le problème. Comment un pays comme la Russie, par exemple, je prends ce pays au hasard, pourrait-il avoir été celui qui... Vous voyez, on peut s'attarder simplement sur... Marx disait simplement que la révolution commencerait nécessairement dans les 3 pays les plus avancés. L'Angleterre, la France, l'Allemagne. Dans un autre texte, il dit le dernier pays où la révolution aura une chance de triompher, c'est la Russie. Non, mais le raisonnement est bon, même si la prédiction n'a pas été tip-top, le raisonnement est bon. Pourquoi ? Parce que comme le répondra Trotsky quelques temps après, et comme d'ailleurs Tchernychevski, là, que je vous présente, l'avait déjà un petit peu explicité, plus une révolution bourgeoise arrive tôt, plus la révolution prolétarienne arrive tard. Et vice-versa, plus la révolution bourgeoise arrive tard, et plus la classe ouvrière est déjà bien en capacité de lui contester le pouvoir, y compris derrière ses propres objectifs. Cette contradiction-là, c'est la contradiction qui pullule sous le capitalisme depuis qu'il s'est étendu au monde entier. En effet, mesdames et messieurs, c'est un régime de production, oui, vous le critiquez, bien sûr que vous êtes anticapitaliste, d'accord, mais jamais vous avez vu un régime de production s'internationaliser de la sorte, piller les ressources naturelles et humaines dans l'absolu territoire, enfin dans le territoire total de la planète humaine, générant des contemporanéités, le mot n'est pas de moi, il est de Karl Marx, ici. À cette période-là, il parle de contemporanéité, évidemment, quand vous avez un régime de production qui s'internationalise en moins de 50 ans et mettant dans un même sac des populations historiquement arriérées les unes à côté des autres, ce que Trotsky appellera le développement illégal et combiné, vous vous retrouvez face à des situations où, sous un même régime de production, les uns pillés par les autres, certains sont des pays qu'on pourrait qualifier d'arriérés, on appelle arriérés non pas leur mentalité, mais le fait qu'à un moment déterminé, ils n'ont pas les moyens de production d'un capitalisme occidental, par exemple. Mais ça veut dire que les possibilités désormais de renverser le capitalisme ne se trouvent pas seulement dans les pays avancés, mais également là où il est le moins avancé. Et Marx aura cette phrase qu'il avait balancée à Proudhon. Il n'est pas rare dans l'histoire de l'humanité que l'histoire
progresse toujours par son mauvais côté. Pour dire autrement, il était probable qu'un régime de production s'internationalisant et abattant tout sur son passage, générant des bénéfices nets dans le monde entier, générant même l'impérialisme, trouve face à lui des situations particulières comme celle de la Russie. Où effectivement les sociodémocrates se demandent, tout simplement, hein, ça c'est un débat qui a... Là je vous conseille de lire Mousteau, hein, le bouquin Les dernières années de Karl Marx, qui m'a beaucoup plu. Alors lui il voit pas du tout le lien avec la dialectique, parce qu'il n'y comprend rien, mais... je m'échange. Mais en attendant, lui, c'est un bouquin qui est intégralement écrit sur la révolution permanente, sans que jamais il la nomme. C'est vraiment sans la nommer, quoi. Et c'est vrai qu'il a ce bouquin est extraordinaire, je vous le conseille, parce qu'il restitue ce débat qui a eu lieu, et sur lequel je vais terminer, hein, entre Plekhanov et Vera Zasulich d'un côté, et Herzen et Tchernychevsky, non pas Herzen, et Tchernychevsky de l'autre. Alors Tchernychevsky, en fait, vous le connaissez. Non, vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez peut-être, c'est celui qui est l'auteur du fameux roman Que faire, les hommes nouveaux. Un roman magnifique que je vous reproche de ne pas avoir lu, car vous ne l'avez pas lu, dites la vérité. Et non, il y a personne qui l'a lu, c'est vrai ? Mais il est magnifique, c'est bien, bravo, bien Thomas. Mais en tout cas, il faut vraiment le lire parce que vous êtes vraiment dans la peau des révolutionnaires populistes quand même du début du siècle. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que Lénine va adorer ce roman. C'est qu'il y a quelque chose de la constitution des partis révolutionnaires et socialistes russes qui se ressemble. Mais Tchernychevsky, donc, ils ont un problème avec la commune rurale russe, qui est en fait une commune, une propriété collective issue du Moyen-Âge et qui en effet est menacée par la grande propriété foncière. La question qui se pose aux sociodémocrates, c'est est-ce que les sociodémocrates doivent-ils défendre la propriété communale, résidu d'un âge suranné où le capitalisme ne s'était pas encore imposé en Russie, ou au contraire, doivent-ils laisser la commune rurale issue du féodalisme être liquidée par un capitalisme nouveau qui pourra ensuite industrialiser tout ça, générer une bonne classe ouvrière, des bonnes institutions bourgeoises, écraser la classe ouvrière quand un jour peut-être nous pourrons prendre le pouvoir. Alors, il s'empaille avec Tchernychevsky, hein, qui nous expose sa vision de la révolution permanente, puisque nous sommes en 1881, voilà, quand il a cette formule. Donc bien avant que Trotsky écrive le Cours Nouveau, hein, pas du tout, qu'écrive Bilan et Perspective. Voilà, donc la métaphore est très belle, hein, parce qu'elle est reprise par Trotsky dans plusieurs écrits. L'histoire, comme dit Tchernychevsky, est comme une grand-mère qui aime passionnément ses derniers-nés. Le dernier-né, pardon, de ses petits-fils. Au dernier arrivé, elle donne non les os, mais la moelle des os que l'Europe occidentale a brisée en se faisant très mal aux doigts. La métaphore, elle est reprise par Trotsky avec le fusil. Vous voyez, les Indiens n'auront pas à passer par toutes les étapes qui vont les mener des arcs aux flèches à la carabine Winchester. Et pour cause, évidemment, la jonction de populations aussi, enfin de contemporanéité de sociétés historiques aussi différentes, vont évidemment se transmettre les choses aux autres. C'est la grande surprise, hein, Tchernychevsky est donc un populiste, un des dirigeants du parti populiste, qui va donner après les SR de gauche et les SR de droite. Et Marx, contre toute attente, va dans l'arbitrage donner raison à Tchernychevsky contre Zasulich et les futurs mencheviks Plekhanov. Je vous suggère d'arrêter là et qu'on passe à la discussion. Une telle contradiction injuste entre le particulier et l'universel, c'est précisément ce que Lénine va reprocher à Boukharine dans le débat sur l'Irlande. Mais ça, on ne peut pas le mener théoriquement si on n'a pas lu et compris, ça c'est vrai, la dialectique de Hegel, ou si au moins on n'en a pas entendu parler. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir de bonnes idées. Hein. Ne croyez pas que j'accuse tous les groupes trotskistes qui n'ont pas compris la dialectique d'avoir dit des conneries jusqu'à maintenant. Je dis simplement que si vous voulez savoir pourquoi beaucoup d'autres groupes trotskistes ont eu raison, évidemment qu'à un moment déterminé, il va falloir se confronter dans votre existence à ce problème de la dialectique. Une dialectique qui est très attaquée parce que le marxisme l'est et que nous serons désormais les seuls à défendre, même contre les marxistes eux-mêmes.